Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Ce que nous respirons chaque jour est notre premier aliment. Et comme le disait Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament. En effet, l'air qui passe dans nos poumons quotidiennement est le seul aliment que l'on ne choisit pas et que l'on mange pourtant 24 heures sur 24. Si vous considérez que l'air est un aliment, est-ce que vous préférez respirer un aliment propre ou un aliment sale ? Dans cet épisode, je reçois Bruno Guillet de Géobiome qui ne va pas nous dire que du vent, bien au contraire. Bonjour Bruno. Bonjour Yves. Est-ce que donc vous pouvez d'abord vous présenter ? Alors Bruno Guillet, donc là je suis vendéen. Alors, je dis toujours je suis vendéen parce qu'il faut toujours parler de ses racines. Et en 95 je suis arrivé donc à Chemillé en Anjou pour recréer ma vie. Une vie parce que j'étais fils de menuisier et puis je devais reprendre une entreprise familiale. Et donc j'ai décidé de vérifier qui j'étais. Donc le fils de Marcel voulait s'appeler Bruno. Donc je suis arrivé à Chemillé en Anjou, j'ai rencontré ma femme. Et 27 ans sur Chemillé en Anjou, j'ai eu 3 enfants. J'ai travaillé pendant 20 ans dans une entreprise de menuiserie. Et puis une vie quoi. Une vie avec des enfants, une famille et puis une vie associative parce que j'ai aussi fait certaines choses en tant que président des écoles, président foyer des jeunes, enfin voilà, une vie quoi. D'accord. Et donc vous avez créé Géobiome. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse de cette création d'entreprise ? Alors Géobiome est arrivé comme ça. Je savais pas que j'allais créer une entreprise, donc c'est après avoir démissionné de mon poste de cadre. Donc Géobiome est arrivé par des rencontres, tout simplement. Le mot géobiome vient du mot géobiologie, parce que j'ai fait une formation de géobiologue, c'est la science de l'habitat, donc c'est pour mesurer l'impact d'un lieu sur le monde du vivant, enfin ceux qui vivent dans la maison, et d'essayer de trouver des solutions pour que ce lieu fasse moins de mal. Des fois ça peut faire du mal. Donc je découvre la géobiologie, je fais une formation à Feneux. Après, je vais pas l'expliquer ici, mais j'avais adhéré à une belle idée qui s'appelle la biomatitude. La biomatitude, c'est mesurer l'impact environnemental et sociétal d'une entreprise sur un territoire. Donc, dans l'entreprise dans laquelle j'étais avant, on mesurait la biomatitude. Et d'ailleurs, on m'appelait ironiquement Monsieur Bioman, parce que je m'intéressais beaucoup au biome. Et le mot biome, en fait, avec un E, c'est un écosystème qui s'adapte à son environnement pour préserver la vie. Donc, sur la Terre, il y a plein de biomes différents. Et mais il existe des biomes économiques. Donc le biome économique de chaque commune, chaque ville, enfin est différent, et puis une entreprise différente. Donc j'aimais ça, et donc quand j'ai démissionné, on m'a dit pourquoi tu travaillerais pas chez Biome. Et je fais mes études de géobiologie, et c'est posé la question de est-ce que je travaille en mode salariat, ou je travaille en mode auto-entrepreneur ou entreprise, pour travailler pour l'entreprise Biome. Et j'ai choisi le mode entrepreneuriat, donc j'ai créé cette entreprise avec la BGE, et il me fallait trouver un nom. Et c'est là qu'un matin, en me réveillant, je dis tiens, géobiologie, biome, ça fait géobiome. Puis ce qui me plaisait, c'est qu'il y avait un G et un B, donc ça correspondait à mes initiales, GB, Guillet Bruno. Voilà, c'est comme ça. Et donc la genèse, c'est ta question. Ouais. Et donc en fait, c'est venu après. Parce qu'au départ, c'est géobiologie et biomatitude. Mais la biomatitude, je l'ai arrêtée petit à petit. Et je me suis consacré bizarrement à une idée qui m'est venue comme ça, parce qu'en géobiologie, on mesure la qualité de l'air. Et j'avais pas fait attention que dans ma maison, il y avait un appareil qui me permettait d'assainir mon air depuis 2013. Et c'est ma fille qui m'a dit pourquoi tu ferais pas ça, papa ? Donc j'ai mis dans l'entreprise cette belle idée de montrer un appareil qui permet de purifier l'air. Donc en 2016. Donc forcément, quand on va voir des gens et on me pose la question, mais vous faites quoi dans votre entreprise ? Je fais de la géobiologie, je parle de biomatitude et je travaille dans la qualité de l'air. Ah, c'est bizarre vos trucs, on ne trouve pas le lien. Et en fait, les liens sont venus après, par le fait de rentrer dans des réseaux. Et dans ces réseaux, on est obligé d'expliquer à des gens plus précisément, parce qu'il faut être un peu plus précis. Et les mots sont venus, et le mot air est arrivé, le mot lieu est arrivé, et puis après le mot aliment est arrivé. Et parce que j'aime l'aliment, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer une entreprise, enfin mettre dans l'entreprise Géobiome l'air, le lieu et l'aliment. D'accord. Ok, et alors du coup, qu'est-ce que vous proposez vraiment en fait dans Géobiome ? Ce que je propose, en qualité d'air, comme j'ai un côté éco-responsable, donc je me dis, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, nos petits-enfants ? Et cette histoire de l'air me préoccupait, parce que c'est simplement en faisant certaines lectures, où je voyais qu'en 1960... il y avait 3% des gens qui pouvaient être asthmatiques ou allergiques, et qu'on annonce qu'en 2050, on va atteindre le 1 sur 2.
Donc c'est énorme. On passe de 3% en 1960 à 50%. Et comme je suis menuisier de métier, j'ai bien vu le problème parce que on posait de plus en plus des menuiseries hermétiques. Ah oui. Pourquoi ? Parce que pour essayer d'avoir une facture énergétique la plus basse possible, et c'est normal, c'est bien. On le voit aujourd'hui avec les prix pas du carburant, le prix de l'énergie, c'est colossal. Donc il faut bien qu'une maison consomme le moins possible en énergie. Et ça, je suis d'accord. Sauf qu'on a oublié que si on crée des boîtes Tupperware, il y a des gens qui vivent dans ces boîtes Tupperware. Donc si vous mettez une mouche dans une boîte Tupperware, c'est compliqué, quoi. Donc ce côté éco-responsable, après, j'ai découvert des purificateurs d'air qui, à l'époque, qui correspondaient à mes valeurs. Biome, justement, le lieu. C'est le lieu, qu'est-ce qu'une entreprise apporte à son territoire. Donc une entreprise qui apporte à son territoire, c'est une entreprise qui est locale. Donc avoir des purificateurs d'air qui soient fabriqués localement, ce serait peut-être bien. Et qui correspondent à mes valeurs, et qui correspondent à une technologie qui permet aussi de ne pas faire de déchets. Donc est-ce que ça existe ? En fait, un jour en allumant ma télé, c'est arrivé. Donc j'ai découvert Tecoya. La technique du Sequoia, c'est des purificateurs d'air par ionisation. Et je peux vous dire que parler de purificateur d'air par ionisation, ça fait pas de bruit, ça consomme pas d'énergie, il n'y a pas de filtre, donc ça marche pas. En fait, si, ça marche très bien parce que c'est ce qu'il y a de mieux en fait apparemment, parce qu'on répond aux problématiques d'ailleurs du non-déchet, de pas avoir de déchets, mais c'est aussi un mot qui est arrivé à moi, le biomimétisme. Donc je donne plein de mots, et le biomimétisme, c'est d'essayer de reproduire ce que fait la nature. Parce que la nature est éco-responsable, la nature ne crée pas de déchets. Donc pourquoi pas mettre dans sa maison une qualité d'air qui correspond à ce qui se passe dehors, à la mer, à la montagne, même si on me dit des fois que maintenant à la montagne, des fois c'est pollué, mais il faut vraiment prendre l'idée au pied d'une cascade et d'apporter dans la maison cette qualité d'air. Donc le matériel que je vends correspond en fin de compte à cette idée du biomimétisme, c'est je reproduis dans ma voiture, dans ma maison, dans mon bureau, un air similaire à la qualité d'air qu'on pourrait respirer quand on va en vacances. Et si vous regardez bien, quand vous partez en vacances, on n'y part que 2 fois, peut-être une fois, peut-être pas du tout, peut-être 2 semaines, 1 semaine en vacances. Par contre, on passe du temps dans sa maison à mal respirer, etc. Donc les vacances, souvent, on se régénère. On dit qu'on a rechargé ses batteries. Donc mes purificateurs d'air que je mets en place, c'est des purificateurs d'air que j'ai choisis, qui répondent, je répète, au mot éco-responsable. Et qu'en plus de ça, soit sont fabriqués en France, et j'en ai un autre qui n'est pas fabriqué en France, qui est fabriqué en Europe, et qui correspond aussi à mes valeurs, parce qu'il y a de l'eau, et je nettoie ma maison avec de l'eau, je purifie l'air avec de l'eau, et cette eau, je la redonne à la terre. Ce qui fait que tous les déchets que je viens prendre dans ma maison en qualité d'air, je les remets à la nature. D'accord. Ça, c'est le côté air. Et justement, vous parlez donc des purificateurs d'air donc par ionisation. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est exactement les ionisations pour les auditeurs ? Okay, parce que ça paraît quand même assez enfin ça peut paraître complètement abstrait. Ça peut paraître abstrait, mais les gens peuvent connaître le ion dans l'eau. Enfin, moi je suis pas un scientifique, donc parce que je suis autodidacte, parce que je rappelle, je suis menuisier de métier et fier de l'être. Mais je suis passionné par des choses, puis je suis passionné par des choses qu'on ne connaît pas, et donc je me suis passionné par le ion, parce qu'en géobiologie on mesure le taux d'ionisation qu'il y a dans l'air. Donc on mesure le taux d'ionisation négative et le taux d'ionisation positive. Et quand l'air est trop en ion positif, c'est un mal-être. On respire mal. Et je vais vous donner l'odeur maintenant d'un ion. En fait, c'est des corpuscules électriques qui se promènent dans l'air. Et vous allez le ressentir quand je vais le dire. C'est quand l'orage arrive, quand il se met à faire chaud, surtout en ville, mais en campagne pareil. On a eu ça il n'y a pas longtemps, mais on le ressent même peut-être aujourd'hui un petit peu. Quand l'air devient lourd, quand l'air devient irrespirable, et qu'on sent que l'orage arrive, et là on respire des ions positifs. Et les ions positifs, en fait, ne sont pas là pour neutraliser ce qu'il y a dans l'air, c'est là, des fois, pour soulever. Enfin, c'est un air électrique. Et des fois, même on le sent, des fois, les enfants sont électriques, des fois, on se fait la bise, on serre la main, on a des poignées de châtaigne. Non, ça, c'est les ions positifs. Et les ions positifs, en plus, si vous prenez un ballon et vous le frottez, vous prenez du plastique, vous frottez, ça fait l'électricité statique, ça, c'est les ions positifs. Donc, c'est un air lourd qui est pas facile à respirer. Et souvent, on dit, mais quand est-ce qu'il va comme on dit, éclater cet orage Et quand l'orage éclate, en fait, les ions négatifs redescendent, se recréent par le fait de la friction de l'eau dans l'air, ça crée des ions négatifs. Mais c'est surtout que l'air se charge de ions négatifs, et ces ions négatifs, en fait, sont là aussi pour nous aider à respirer, pour amener aussi de l'oxygène dans nos cellules. Et là, on se sent beaucoup mieux. Généralement, de toute façon, les asthmatiques le ressentent après l'orage. L'air après l'orage ou une pluie est très agréable. D'ailleurs, quand vous prenez une douche,
C'est très agréable après une douche. On est revigoré, comme on dit. Notamment des douches froides, d'ailleurs. Des douches froides en plus, c'est ça. Donc, quand vous prenez un bain, mais il n'y a pas d'ion, mais voilà. Donc, pour répondre à ta question, c'est qu'un ion négatif, c'est un corpuscule électrique. C'est des petites, c'est des molécules électriques qui se prennent dans l'air. Mais si ces ions n'existaient pas, de toute façon, il n'y aurait pas eu de vie sur Terre. Donc, il faut de ions positifs, d'ions négatifs, comme le yin-yang, masculin, féminin, il faut les deux. Mais il faut plus de ions négatifs que d'ions positifs pour mieux respirer. Donc, il faut amener cet air-là. Il faut amener on appelle ça la vitamine C de l'air. Et pour les amener, il faut créer des appareils aujourd'hui, parce que la nature sait le faire. Tout ce qui est les séquoias, tous les arbres à aiguilles, champs de blé, les ronces, tout ce qui est une aiguille, même les mâts de bateau partant d'orage. Si on regarde un mât de bateau en partant d'orage, on peut voir un halo bleu sur du mât de bateau, parce que ça crée des ions. Tout ce qui est pointu crée des ions. D'accord. Voilà. Et il faut ramener ça dans la maison. Mais le problème, c'est qu'en technologie, il y a plein de gens qui savent créer du ion négatif en technologie, mais sauf que ça crée de l'ozone. Et l'ozone, c'est pas bon pour la santé. Oui, mais il en faut pas trop. Donc, il y a quelqu'un qui a créé, il s'appelle Pierre Guiton, avec Tecoya, qui a créé justement, qui a déposé ça. C'est vieux, l'ion négatif. Il a créé des appareils qui fabriquent des ions négatifs, mais sans ozone. Ce qui fait qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de mouvement d'air. Et ces appareils qui sont branchés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au moins pendant 10 ans. Et ils purifient l'air en continu et sans bruit. Ce qui fait qu'on finit par les oublier dans la maison. Mais sauf qu'on respire un air propre, mais surtout un air pur. Mais alors du coup, ça nécessite quand même d'être branché électriquement. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. De toute façon, la Terre est déjà électrique. On dit des fois qu'il faut être pieds nus pour se reconnecter à la Terre. Donc là, on est tous électriques. Notre cœur, vous savez bien, si on a un arrêt cardiaque, qu'est-ce qu'on nous balance? On nous balance d'électricité on est électrique et on a besoin. Le Tecoya, lui, il a besoin d'1,5 watts pour fonctionner. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut le mettre sur un port USB, ça fonctionne. Un port USB de la voiture. Oui, de la voiture. Mais autrement, il se connecte à l'électricité aux 220 volts de la maison. Et puis voilà. Donc il y a 3 gammes. Il y a le petit qui va dans la voiture. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un monsieur que j'ai rencontré par hasard. Il a 70 ans. Il en avait marre de parler du ion négatif. Donc quand il m'a rencontré, il m'a dit: ah, toi, je te passe le relais. Donc, il m'a donné un magazine de 1989, un magazine scientifique, où on explique, il y a 14 pages sur le sujet, et il y a une photo d'un tableau de bord de voiture avec un ioniseur. Et moi, en 89, j'avais 18 ans. Donc, quand j'ai dit ça, on en parlait, mais je connaissais pas, j'avais pas ces connaissances, donc on en parlait déjà. Donc, mais comme il n'y a pas de filtre, voilà, et donc aujourd'hui, moi, j'ai ça depuis 5 ans dans ma voiture. Donc, il y a celui-là de la voiture, on peut en mettre un il y a un petit modèle pour mettre dans le bureau et dans les chambres. Et puis on a un grand qui d'ailleurs a sauvé un cheval ici à Saint-Lézin, à 500 mètres d'ici, Jason. Vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube, je l'avais filmé en 2018, Jason faisait de l'emphysème. Sa propriétaire ne savait pas comment faire, elle n'avait plus d'argent pour donner des médicaments. Donc elle voyait bien son cheval partir à l'abattoir. Donc elle m'a dit: fais quelque chose s'il te plaît. Mais moi je ne sais pas. Sauf que j'ai lu un vieux bouquin où c'était marqué, donc j'ai démonté mon purificateur d'air dans mon bureau et je l'ai installé. Et ça a été magique parce que Jason ne prend pas de médicaments. Alors, bien sûr, quand je dis ça, je ne dis pas aux gens qu'il ne faut pas en prendre, parce que la médecine allopathique, elle est là aussi pour nous rendre service, il n'y a aucun problème. Mais généralement, les gens qui me rencontrent, comme les animaux, puis les animaux en parlent le plus, forcément, mais moi, je n'ai pas expliqué à Jason que j'aimais quelque chose. Et donc, Jason s'est fait des amis, il respire mieux, il a augmenté sa vitesse de course de 9 à 13 km/h, il mange normalement, mais c'est surtout que il va beaucoup mieux, quoi. Alors qu'avant, avec les médicaments, il allait pas bien. Parce que souvent, on traite par le médicament, mais quelquefois, il y a des solutions. De toute façon, c'est simple, il faut juste lire des phrases qui sont vieilles comme le monde. C'est Hippocrate qui aurait dit 430 ans avant Jésus-Christ, l'air est le premier aliment, l'air pur le premier médicament. Donc si vous amenez un air pur dans vos logements, je dis pas, moi, ça m'arrive d'avoir mal de tête, on peut tomber malade, je tousse. Mais logiquement, ça devrait aller beaucoup mieux, quoi. Ouais, et puis, alors on en a beaucoup parlé ces derniers mois, dernières années, avec la crise du Covid, notamment pour les écoles et tout ça, qu'il fallait purifier l'air. Peut-être que justement cette crise sanitaire a eu un effet bénéfique pour ce type de matériel, non? En fait, non. Même pas. Pas encore. En fait, ça a éveillé des consciences, donc ça fait que quand j'en parle, on m'écoute un peu plus. J'ai pas dit qu'on m'écoute beaucoup plus, c'est un peu plus. Parce qu'avant la Covid, parce que même je défends le fait que j'ai oublié à 6 ans. Je défends le fait que je parle de la purification d'air depuis 6 ans. Je défends le fait aussi que les purificateurs d'air par ionisation, comme notre appareil, peuvent capter ou neutraliser certains types de virus et de bactéries. Donc j'ai pas attendu la Covid pour le dire. Sauf qu'aujourd'hui, comme certaines choses, des trucs à la mode, dès qu'il y a du business à se faire, je suis obligé de le dire parce que il s'est mis à faire ça depuis le Covid. Non. Parce qu'avant le Covid, je disais même qu'il fallait ouvrir ses fenêtres. Et on me croyait pas. Et bizarrement, c'est devenu... voilà. Et donc,
ça n'a pas créé un biais, enfin, ça n'a pas été exponentiel dans les ventes, parce que même pas du tout. Enfin, pour Tecoya, oui, peut-être au niveau national, au niveau international. Mais en France, on a toujours besoin, et il y a cette richesse aussi en France, c'est toujours, il faut prouver les choses. Donc c'est toujours pas un peu plus long. C'est comme ça. Et on vit avec, moi je suis français, donc moi aussi, il y a besoin de prouver certaines choses. Donc comme je sais comment ça fonctionne, j'essaye d'aller doucement, mais de ne pas imposer. Ce qui fait que la purification de l'air par ionisation sans filtre, ben, ça peut déranger, parce qu'on ne voit rien. Ça rassure de voir quelque chose de sale. En fait, c'est comme si vous vous nettoyez avec un gant. Ben, le fait de voir de la saleté sur le gant, ben, au moins vous êtes sûr d'avoir nettoyé. Mais est-ce que vous êtes vraiment propre? Pas forcément. Donc en fait, il vaut mieux prendre une douche. Mais quand vous prenez une douche, si vous regardez l'eau à vos pieds, elle n'est pas sale. Non. Mais vous ressentez quand même vous êtes propre quand même. Ouais. Donc c'est un peu ça la ionisation négative, c'est que la ionisation négative, c'est comme si vous preniez une douche. Vous vous rendez pas compte que vous savez que vous êtes propre, mais l'eau, elle n'est pas si sale que ça. Par contre, certains, le fait de prendre un gant, mais le fait de voir le gant sale, ça rassure. Donc, et puis après, comme c'est pas connu, forcément, par contre, il y a des entreprises qui travaillent des purificateurs d'air avec filtre, qui ont eu un gros succès. Sauf que j'ai rencontré des gens dans des salons et des foires alors je vais pas dire d'elle parce que c'est une vérité sur une personne. C'est un maire qui est venu me voir à un salon et qui m'a écouté. Il m'écoutait dans un coin et puis il est venu me voir. Il me dit pourquoi je vous ai pas connu avant? Alors je donnerai pas son nom parce que c'est le plus vieux maire de France. Alors, c'est rigolo de l'avoir rencontré ce monsieur. Et il me dit mais pourquoi je vous ai pas connu avant? Et je dis pourquoi vous me dites ça? Parce qu'en fait j'ai mis des purificateurs d'air en place, mais je me rends compte de ce que ça va me coûter après quoi. Je dis bah oui. En fait. Je vais pas dénigrer parce que chacun doit avoir sa place, mais c'est soit on choisit des purificateurs d'air sans filtre, ou soit avec filtre. Donc soit on devient propriétaire de son air, donc le sans filtre, parce qu'il n'y a plus d'achat, il y a juste un petit peu d'électricité, ou soit on devient locataire. Donc locataire, ça veut dire que j'ai un appareil qui purifie mon air, mais je sais que tous les 2 mois, tous les mois, il faut changer les filtres, et donc ça devient une dépense. Moi, quand j'installe un purificateur d'air chez quelqu'un, il y en a qui me disent c'est bizarre parce qu'en fait tu vends rien après. Je dis non, ça m'intéresse pas de vendre quelque chose après. Moi c'est tout de suite. Ah oui. Voilà. Et est-ce que vous avez parlé de la qualité de l'air? Est-ce que vous avez d'autres activités sur Géobiome? Oui, donc là on a parlé de l'air. Donc ma deuxième activité ça va être le lieu, la géobiologie. Donc là j'en fais un peu moins. Parce que la géobiologie c'est pas très connu, on est dans le monde de l'invisible aussi. Donc je me permets de le dire, je suis devenu sourcier, pas sorcier, sourcier. Donc je peux trouver des sources. Voilà, c'est même assez impressionnant. Parce que quand qu'on est un peu cartésien, on se dit mais comment ça marche? J'ai même fait une démonstration aujourd'hui lors d'une réunion et les gens m'ont dit mais comment ça marche? Mais ça s'explique pas, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc je fais de la géobiologie. En fait, je rentre dans les gens me demandent de venir quand souvent il y a un problème de sommeil ou on n'est pas bien. Et je vérifie ce que fait la maison. Donc qu'est-ce que fait la maison? C'est simple, c'est est-ce qu'il y a une source qui passe sous la maison? Donc je peux la rectifier. Je peux aussi vérifier si les lampes sont bien branchées, parce qu'une lampe ça se branche de 2 façons, mais il y en a une qui est bonne, une qui est mauvaise, parce que chez nous on n'a pas de prise de terre à nos lampes, alors que quand on a une prise de terre on sait tout de suite comment la brancher. Oui. Donc voilà, puis après je fais des vérifications si le lit est en bois. C'est pas un problème d'avoir un lit en bois, faut pas s'inquiéter. La seule chose c'est que si le lit est en bois et il y a un fil électrique qui touche le lit, le lit devient électrique. Le bois c'est conducteur. Ce qui est conducteur de champ électrique. On va pas s'électrocuter, pas s'électrocuter, mais c'est conducteur de champ. Et le champ électrique, en fait, pour vous donner une image, le champ électrique, c'est comme une goutte d'eau qui tombe, on va dire, toutes les 5 secondes sur du granit. Ça fait une stalactite. Donc au début, ça fait rien, parce que le granit est plus dur que l'eau. Sauf vous revenez 5 ans après, il y a un trou. Ah oui, plutôt dans ce sens-là, oui, parce que ça peut aussi, par sédimentation, faire les stalactites et les stalagmites. Oui. C'est un peu, mais souvent, on voit bien que vous êtes chez vous, même je le vois là où on est là, une goutte qui tombe toujours au même endroit, oui, c'est vrai. Ça fait un trou. Et pourtant l'eau est moins solide que le granit. En fait c'est ça, c'est le champ électrique, on va dire c'est l'eau, et le granit c'est vous. Donc, au début ça fait rien, mais continuellement il peut se passer des choses. Donc ça c'est la géobiologie. Et puis ma troisième activité où là j'adore, parce que là je me fais remarquer par cette troisième activité, c'est que je parle du cannabis. Et ça fait depuis 2018 que je parle du cannabis, et j'insiste quand je dis cannabis, je veux dire même 20 fois s'il faut. C'est que j'ai appris, j'ai jamais fait de latin, j'ai pas été bon à l'école, mais j'ai appris que cannabis voulait dire champ en fait. Et le cannabis n'est pas une drogue en fait, c'est une plante qui porte le nom cannabis, mais sauf qu'il y a plusieurs cannabis. Il y a le cannabis sativa, et le cannabis indica par exemple. Et bien, si je dis ces noms-là, vous allez peut-être pas comprendre ce que ça veut dire.
Mais c'est comme si je vous disais, je sais pas, il y a la pomme rainette, il y a la pomme ceci, la pomme cela, ou il y a la pomme de terre Syrthéma, il y a la pomme de terre, enfin voilà, il y a plein d'espèces. Si je vous dis le mot champignon aussi, il y a le champignon hallucinogène, le champignon mortel, la mouche, et le champignon qui est comestible, il y en a plein. Mais le mot champignon pose pas de problème, pourtant il y a bien un champignon mortel, hallucinogène et comestible. Et ben dans le cannabis c'est pareil en fait, mais sauf qu'il n'y a pas de mortel. Et je connais pas de cannabis mortel, mais il y a le cannabis hallucinogène qui est interdit. Que là, je n'y touche même pas à ce truc-là, puis j'ai même pas le droit. Puis de toute façon, on n'a pas le droit. J'en ai pas. Hein. Tu t'en trouveras pas ici. Hein. Mais par contre, tu vas trouver du cannabis ici, et même le pain que je t'ai fait goûter tout à l'heure. Le cannabis à base de sativa L. Donc avec le cannabis, c'est une graine en fait qu'on récolte. Enfin, les agriculteurs récoltent. La France est le premier producteur européen de cannabis. Et donc avec le cannabis, on en fait plein de choses. D'accord, donc bien repréciser pour les auditeurs, on parle de chanvre, même si Bruno fait spécialement exprès de parler de cannabis, parce que c'est le terme scientifique. En fait, c'est le terme latin. Latin du chanvre. Mais je pourrais le préciser si tu veux, parce qu'on parle de cannabis thérapeutique, on parle de cannabis récréatif, et on va parler de chanvre industriel ou de chanvre alimentaire. Mais en fait, chanvre, cannabis, c'est le même mot en fait, mais c'est pas dit de la même façon. C'est comme je travaille avec un appareil qui s'appelle le HILA. Et HILA veut dire rainette. D'accord. Donc on pourrait dire je travaille avec une rainette, mais c'est un HILA. Voilà. D'accord. Et justement, il y a aussi tout ce qui est, quand on parle du CBD, tout ça, c'est du chanvre aussi, enfin c'est du cannabis aussi. Oui, en fait c'est un dérivé quoi. Alors c'est pas un dérivé, c'est comme si, comment dire, parce qu'il faut toujours faire attention à tout ce qu'on dit, mais je vais aller le plus simple possible. C'est comme si moi je vendais de la lavande, d'accord. Donc la lavande, avec la lavande, on fait plein de choses avec la lavande. Oui. Hein, on peut faire des parfums, on peut faire tout un tas de choses. Et puis on peut extraire de la lavande de l'huile essentielle. Oui. Et donc c'est pareil, dans le chanvre, dans la fleur, on peut extraire du CBD. Ok, donc en fait c'est l'huile essentielle. Non, parce qu'on peut faire de l'huile essentielle aussi de chanvre. Ah oui, d'accord, c'est encore autre chose. En fait, on va chercher une molécule. D'accord. Donc il y a la molécule, le THC, le tétrahydrocannabidiol, qui est celui qui est récréatif. Okay. D'accord. Et dans le chanvre sativa, vous avez donc du CBD dans les fleurs, le cannabidiol, et on va chercher c'est cette molécule. D'accord. Et cette molécule, quand on la prend, on la mélange avec de l'huile de chanvre, et ce qui fait que ça, on va créer ce produit, l'huile de CBD. D'accord. Et en termes de propriété, ça fait quoi en fait pour la santé ? Pour la propriété, on va dire on appelle ça un complément alimentaire ou un complément thérapeutique. Le CBD va permettre de réguler ou de soulager des douleurs, comme l'arthrose, l'arthrite. Alors j'insiste pour dire que ça ne marche pas sur tout le monde, parce qu'on est tous différents. Quand il y en a qui viennent me voir et me disent est-ce que ça va marcher sur moi, je dis peut-être. Je ne peux pas l'affirmer, parce qu'on est tous différents. Après, comment est-ce que je le prends ? C'est des gouttes qu'on met donc, sous la langue, en sublingual, on met des petites gouttes. Mais combien de gouttes ? Ça dépend. Vous pouvez en prendre 1, 2 ou 3. Mais quand ? Ça dépend. En fait, il faut trouver son rythme. Il faut trouver son petit rythme de CBD. En fait, j'aime pas ce mot, je le dis. Enfin, c'est pas de l'automédication, mais c'est une façon de prendre soin de soi. Et il faut apprendre à se connaître. Et puis avec ses ressentis, puis on se dit tiens, ça va être le matin avant 17h ou le soir avant 17h, après 17h. Et j'ai la chance de travailler aujourd'hui en CBD parce que c'est pareil, c'est en faisant justement des petits marchés à Chemillé. Parce qu'en 2019, je me suis dit, mais comment faire manger du chanvre aux gens ? Parce qu'au départ, c'est une graine, pour pas qu'ils confondent, justement, pour apprendre aux gens à manger du chanvre ou du cannabis. Et j'ai eu cette idée d'aller au petit marché de Chemillé, et j'ai mis ma table, j'ai mis mon chanvre, et forcément les gens qui me connaissaient un peu, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je deal en ce moment. Mais non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on m'a jamais arrêté d'ailleurs, jamais on m'a arrêté. D'ailleurs sur ma voiture, on voit des feuilles de chanvre. Et j'ai appris aux gens à manger des graines. Et ces graines, comment est-ce qu'on les mange ? J'ai dit, tiens, je vais faire du chocolat. Parce que personne ne voulait manger des graines, parce qu'on n'est pas des oiseaux. Donc j'ai fait du chocolat au champ, des roses des sables. Les gens ont apprécié. Mais ils m'ont dit, vous en vendez pas du chocolat ? J'ai dit, non, moi je suis pas chocolatier. Donc j'ai trouvé un chocolatier bio, qui s'appelle Nicolas à Chemillé. Donc c'est lui qui fait mes chocolats au champ. Alors je suis très heureux qu'il me les fasse. Puis après, j'ai essayé de faire ce pain. Donc j'ai appris aux gens à manger du chanvre. Sauf que petit à petit, on dit, mais vous avez pas du CBD ? Je connais un peu, mais sauf que c'est quoi mes valeurs éco-responsables, le territoire, le bio, tout, mais trouver du CBD comme ça, je sais pas moi. Donc j'ai cherché, et puis en fait je suis tombé sur ARPA, donc Frédéric Gier qui a créé ARPA, qui veut dire plante en gascon, et une très belle rencontre, parce que lui il a tout compris aussi.
Donc il fait très attention à ce qu'il vend, il a sélectionné son CBD, il sélectionne l'entreprise avec qui il travaille, et donc il a créé le CBD de chez Arpa. Et on va pas aller au-dessus de 10%, parce vous pouvez trouver du CBD à 15, 20, on peut aller très loin. Après, il faut faire attention, on peut trouver de l'isolat de CBD, du CBD issu de l'isolat. Alors, je vais pas expliquer tout ça parce que ça devient technique. Hein. Après, vous avez donc en fonction de ce que vous allez acheter, la qualité va peut-être pas être la même. Il faut savoir d'abord d'où ça vient. Donc ça, je l'ai expliqué parce que je suis passé sur le plateau de France 3 en janvier, février 2021. Il a fallu que je l'explique. Donc c'est pas évident de passer sur un plateau là, parce que là on est tous les deux devant un micro, donc on se voit pas là. Mais passer sur un plateau c'est encore différent. Et j'ai vraiment pris mon pied, donc il fallait que j'explique la même question que toi. Et donc j'ai dit non, je travaille avec Arpa et je suis content parce qu'avec Arpa au moins. Je pose des questions, j'ai des réponses, et puis les gens reviennent vers moi parce qu'ils trouvent que le CBD est de bonne qualité. Et donc du coup, par rapport au pain, c'est-à-dire qu'avec les graines de chanvre, on peut faire de la farine, c'est ça, tout simplement ? C'est ça, en fait, on peut comparer la graine de chanvre à la graine de blé. D'ailleurs, ils sont même associés parce qu'on sème le chanvre, je crois que c'est au mois d'avril-mai. On va le récolter en septembre-octobre. Et l'avantage du chanvre, c'est que ça fait des racines pivotantes, donc ça va pas. Je crois que c'est amender le sol. Enfin, je crois que je dis des bêtises, je crois que c'est ça. Et généralement, les anciens semaient du blé derrière. Et le blé est beaucoup plus beau après avoir fait une récolte de chanvre. Donc, comme quoi, le chanvre et le blé est déjà associé depuis très longtemps. Le blé, vous écrasez, ça fait de la farine. Ouais. Par contre, le chanvre, vous écrasez la graine, ça fait de l'huile et de la farine. Alors, ça fait pas de la farine, ça fait un espèce de tourteau. D'accord. Et ce tourteau, vous le transformez en farine. Et cette farine-là va être généralement va obtenir 30 à 40% de protéines, cette farine. Donc c'est déjà une farine qui va être protéinée, qui est intéressante. Sauf qu'elle n'est pas forcément hydrosoluble. Et ce qui est bien dans le chanvre, c'est que cette petite graine, c'est comme une noisette, c'est comme une noix, c'est comme une amande. Il y a une petite coquille. Donc quand on la mange, ça croque. Hein. Mais ils ont inventé une machine où on casse la graine. Donc on parle de graine complète. Cette graine complète, on la mange, on peut la semer si on veut ça faire pousser, mais il faut faire attention parce que si vous avez les gendarmes qui viennent vous voir, il faut justifier c'est quoi. Donc vous allez peut-être avoir du mal, donc évitez de semer quand même des graines de chanvre que vous achetez dans le commerce. Et cette graine, en fait, quand vous la cassez, dedans il y a une amande. On appelle ça le cœur du chanvre. Donc on appelle ça les graines décortiquées. Et quand vous pressez une graine décortiquée, vous en ressortez aussi forcément de l'huile, mais vous en ressortez, parce que là je travaille avec une personne sur Meuré-Régnier, avec Ornatom, une entreprise qui travaille sur le chanvre et qui a créé justement un concept, qui a créé une technologie où on peut aller justement chercher cette protéine de chanvre et créer une farine hyper protéinée à 60%, qui est cette fois hydrosoluble. Donc je répète, quand on presse la graine complète, on en fait de la farine avec de la protéine à 30-40%, et lorsqu'on prend le cœur du chanvre, on en fait aussi de l'huile, mais on va en faire de la farine hyper protéinée. Et c'est pour ça que maintenant je viens à la question, parce qu'il fallait expliquer pour le pain. C'est pour ça que des fois les questions, je peux répondre longuement aux questions. C'est une idée que j'ai eue en avril 2020 pendant le confinement, comme beaucoup ont eu des grandes idées pendant le confinement, parce qu'on s'est retrouvé un peu seul chez soi, et j'ai dit tiens, pourquoi pas faire du pain ? Parce qu'on m'a dit cette farine hyper protéinée, je sais pas quoi en faire. J'ai créé ça, mais je sais pas quoi en faire. Je dis pourquoi on ferait pas du pain avec ? Donc autodidacte, j'ai appris à faire du pain, j'ai été voir des tutos, c'est pour ça que c'est très bien, les podcasts, les vidéos, j'ai appris à faire du pain, j'ai appris à faire mon levain, et j'ai créé ce fameux pain. Et France 3 m'a appelé, et puis un boulanger qui m'a appelé, et puis depuis ce pain, il est même passé sur M6 il y a pas longtemps. Et quand je fais goûter ce pain que tu as goûté tout à l'heure, forcément ça interpelle, parce que ça... il est bon ce pain. C'est un très très bon goût, hein. Ça c'est clair que c'est vraiment très très bon, et en plus ça a un goût qui est vraiment différent de ce qu'on connaît d'habitude, de ce qu'on a l'habitude de goûter. Et par contre, ça n'a pas les propriétés du blé, c'est-à-dire qu'il faut quand même mettre du blé dedans, du levain, on est d'accord. Il est pas totalement chanvre. Alors on m'a encore posé la question ce matin, c'est comment est-ce que si je t'achète de la farine hyperprotéinée, c'est quoi des recettes ? Je dis c'est simple, les recettes elle est très très simple. Vous prenez n'importe quelle recette à base de farine, parce que moi je fais des chanvrèpes. D'accord. Des crêpes. Ouais. Voilà. Donc nous chez nous dans la famille, on peut pas s'empêcher de mettre de la farine de chanvre, de la protéine de chanvre dans nos aliments. En fait, vous prenez la recette. Et un exemple, vous avez 1 kg de farine, et vous enlevez 10% de farine, donc vous gardez 900 grammes de farine, et vous mettez 100 grammes de farine hyperprotéinée. Si jamais vous faites au contraire, c'est pas bon du tout. Hein. Ouais. Non, mais le chanvre, c'est quand même quelque chose de fort, c'est très herbacé. Hein.
c'est comme si vous faisiez je sais pas, des crêpes et vous mettiez, je sais pas, 1 litre de bière. Enfin, ça donnera rien du tout, quoi. Il y a des ingrédients. Si vous mettez trop, c'est comme si vous mettez trop de sel, trop de poivre. Donc là, c'est pareil, il faut pas mettre trop de chanvre. Le chanvre, c'est très très bon. Mais en grande quantité, ça peut être mauvais. D'accord. C'est pas bon. C'est hyper intéressant. C'est quel boulanger vous faites Alors, il y en a 2. Alors, il y en a un qui, où ça commence à faire quelques kilos. Donc, c'est à Torfou. C'est Chloé et Sébastien Sauvage qui m'ont fait confiance. Les premiers qui m'ont fait confiance. Ils rêvaient de faire le pain. Donc là, tout à l'heure, on a mangé tous les deux. Ça s'appelle le pain de mon père. Parce que Chloé, son papa, a une entreprise d'isolation de champs. Parce qu'on fait aussi de l'isolation avec le champ. En fait, le chanvre, c'est le cochon vert des plantes. Tout est bon en chanvre. Donc, Chloé, fille de justement cet entrepreneur qui faisait de l'isolation, se marie avec un boulanger. Donc, ils rêvaient de faire du pain au chanvre. Ils m'ont rencontré. Voilà. Et donc, puis, ils ont accepté de passer au concours du meilleur boulanger de France sur M6. Et ils ont présenté le pain au chanvre. Donc, ce qu'on a goûté tout à l'heure, c'est le pain qui a été présenté sur M6. La deuxième boulangerie, c'est la Jumelière, juste à côté, là. Ouais. Après ça, il y a moins de succès bizarrement à la Jumelière pour manger du pain au chanvre. Alors peut-être que du côté de Torfou, ils sont peut-être un peu plus foufous. Ils prennent plus de risques, mais il y a aucun risque en fait en manger. Et puis après, je travaille avec d'autres personnes. Là, j'ai l'ambition de travailler avec la plus petite boulangerie de France. D'accord. Que j'ai été voir là, ils ont ça avec Guinness des records. Non, plus petite boulangerie du monde. Guinness des records à La Rochelle. D'accord. Ludo, là, j'ai été les voir. Donc ils rêveraient d'avoir dans leur plus petite boulangerie. Ils ont accepté de m'accueillir, donc ils sont intéressés aussi. Après, pour manger du pain au chanvre, c'est simple. Je le dis aux auditeurs, si vous voulez manger du pain au chanvre, vous allez voir votre boulanger, vous leur posez la question, et s'ils savent pas, vous dites, vous savez que vous connaissez quelqu'un qui peut fournir. Exactement. Voilà. On va avoir Bruno Guillet de Géobiome directement. C'est ça. Il y a une question récurrente que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco ? Alors, j'y crois. J'y crois parce que j'ai jamais eu autant d'appels de jeunes. Enfin, je veux pas dire... c'est pas des centaines d'appels. Mais j'ai des appels de parents qui me disent « Tiens, Bruno ou Monsieur Guillet, j'ai ma fille qui n'a pas osé. » Ou des fois, j'ai des étudiants qui m'appellent. Ils disent « On est en train d'étudier le chanvre en ce moment. » En plus, je fais partie d'une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs. Et une entreprise nationale, et je suis relais territorial et j'interviens dans des collèges et des lycées et écoles pour montrer l'envie d'entreprendre. Et forcément, qu'est-ce que j'amène à chaque fois ? J'amène ce que je viens de dire depuis tout à l'heure, et ça interpelle. Il y a toujours des jeunes qui viennent me voir et disent moi je fais ci, moi je fais ça. Et puis on en rencontre des jeunes, et aujourd'hui on voit bien aussi il y a des nouvelles générations qui arrivent de trentenaires qui changent de vie et qui se mettent dans des choses un peu plus éco-responsables, un peu plus économiques, écologiques, et qui commencent à avoir vraiment cette fibre de s'inquiéter des bêtises qu'on peut faire, des bêtises qu'on met en place en ce moment, et qu'il y a peut-être, c'est pas irréversible, qu'on peut peut-être avoir un monde meilleur pour demain. Ouais. Comment on peut vous contacter si justement on a envie de prendre contact avec vous ? On trouve. Alors déjà, si vous allez sur YouTube, vous mettez Bruno Guillet Géobiome, vous allez me trouver. Vous allez même me voir parler si vous n'êtes pas fatigué de m'entendre. Donc, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais j'en ai quelques-unes quand même qui me permettent de voir ce que je fais. Donc, j'ai YouTube. Vous pouvez aller sur Facebook, vous mettez Bruno Guillet. Mais vous pouvez mettre aussi aujourd'hui je fais chanvre à part. Vous pouvez mettre géobiologique. Enfin, j'ai plusieurs comptes YouTube pour essayer de pas embêter ceux qui me suivent, pour qu'ils soit vraiment dans le domaine. Après, vous me trouvez sur LinkedIn. Et puis, évidemment, j'ai un site internet qui s'appelle www.geobiome.fr. Et puis, un numéro de téléphone. Je sais pas si je peux le donner. Oui, on peut. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 06 42 89 63 74. Okay. Et après, on peut m'écrire sur bruno@geobiome.fr. Ok, super. Merci beaucoup Bruno pour cet échange et pour nous avoir expliqué justement le chanvre, l'air, la ionisation, tout ça, des sujets passionnants. En tout cas, je vous invite grandement à aller sur geobiome.fr. Merci Bruno. Merci Yves. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Éco. Merci pour vos partages et commentaires. Et je vous dis à bientôt à l'écoute de Génération Éco.